Bonjour à tous, mon nom est Éric Courville et je suis le directeur du développement des affaires chez Cloudinary. J'ai passé les 10 dernières années dans la gestion des médias numériques comme exécutif avec des positions dans les compagnies telles que North Plains, qui est un vendeur dans le DEM, Avid Technology avec des solutions MAM et Coveo, qui est une solution qui se concentrait sur les expériences digitales des compagnies. C'est moi qui va être votre host pour ce séminaire aujourd'hui qui s'intitule Les tendances du DAM 2020. Avant que je vous introduise notre speaker pour aujourd'hui, laissez-moi vous mentionner que la session sera enregistrée et disponible après la session d'aujourd'hui. On va aussi ouvrir pour des questions et réponses à la fin de la session. Alors, préparez vos questions au fur et à mesure de la présentation. Maintenant, laissez-moi vous introduire Frédéric Sanoui. Frédéric est un vétéran du DAM depuis plus de 20 ans qui avise les exécutifs, les agences, les marques et les projets DAM au sujet des différentes stratégies digitales, également de structure des données et sélection de produits. Après plus de 20 ans à travailler avec la clientèle, Frédéric est maintenant le CEO de Activio Consulting, qui offre une variété de services à la clientèle. Activio fournit des stratégies de solutions digitales allant du RFP à la sélection de fournisseurs, analyse des requêtes, gestion de données numériques et stratégie de workflow, ainsi qu'à la gestion des projets incluant l'implantation de solutions. Cela dit, Frédéric, c'est maintenant toi. Oui, merci bien Eric, merci à tous d'assister à ce webinaire et très enchanté en tout cas de partager ce qu'on appelle de l'expérience, comme tu le précisais, où j'ai pratiquement officié pendant plus de 20 ans dans les agences, auprès des marques et puis très heureux aujourd'hui d'être à la tête d'Activo. Nous sommes une petite équipe encore, mais avec des super experts et effectivement avec un seul leitmotiv qui est celui de l'expérience client et du retour sur investissement. Alors, évidemment, on vit une période qui est plus que compliquée. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, c'est très souvent dans cette période-là que finalement, on arrive à retrouver, à rebondir et en tout cas à trouver des opportunités comme, j'aime le citer, alors j'ai laissé la phrase en anglais, de John Fitzgerald Kennedy, où effectivement le mot crise en chinois veut dire deux choses. On a cette notion de crise, mais on a aussi cette notion d'opportunité. Et il est très clair qu'aujourd'hui, et un certain nombre de signes nous le montrent, que les opportunités, elles sont maintenant. Voilà. C'est-à-dire que la transformation digitale, la sélection de solutions, que vous soyez une marque dans la grande distribution, une agence, le digital, c'est maintenant. Demain, ça sera trop tard. Alors, pour commencer, avant de reprendre sur une liste d'une dizaine de points que j'ai identifiés, en tout cas pour vous mettre en avant finalement toute l'expérience que je vis avec mon équipe auprès des clients sur les tendances du DAM, j'ai voulu reprendre un certain nombre d'analytics couramment présentés ces derniers temps. Donc sur ces analytics, en fait, un des très bons rapports est celui d'Adobe et qui présente côté gauche en fait quelles sont les opportunités, en tout cas les plus marquantes pour les entreprises en 2020. Et en fait, à la grande majorité, la plupart des clients répondent que ce qu'ils cherchent avant tout, c'est une expérience client formidable. Et là, on ne va pas se tromper finalement. Aujourd'hui, on parle de DAM, mais on pourrait parler de PIM, de CRM, de CMS, etc. L'expérience client, elle est véritablement au cœur de la gestion des marques. Bien entendu, on a un certain nombre aussi d'éléments, alors que j'ai laissé en anglais, mais bon, je pense que tout à chacun pourra facilement comprendre, liés bien entendu sur la richesse des médias. Hein. C'est effectivement aujourd'hui, au travers d'une solution de DAM, on ne va pas simplement parler d'image, et l'image elle-même est devenue très complexe. Et puis également tout ce qui va être lié à la distribution. Donc voilà, donc en tout cas, les entreprises sont parfaitement conscientes que le DAM est au cœur de leurs problématiques et qu'il leur faut une réponse absolument qui soit capable de porter la marque. Et de l'autre côté, une autre statistique qui est plutôt liée à l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle aujourd'hui, évidemment, pour tout à chacun, quelquefois, c'est un petit peu un buzzword. On en entend beaucoup parler.
On entend presque plus parler d'ailleurs de la concrétisation de l'intelligence artificielle à travers des voitures, Tesla, etc. C'est vrai que dans le digital, c'est un petit peu de la peine un petit peu à prendre forme. Néanmoins, comme on peut le voir, l'analyse de la donnée reste fondamentale. Il faut savoir que l'intelligence artificielle aujourd'hui, elle est présente partout. Lorsqu'un Airbus, par exemple, revient d'un vol, il y a des millions de data qui sont analysées. L'intelligence artificielle permet cette analyse extrêmement rapidement. Au niveau du digital, ça va être à peu près. Ce qui va un petit peu changer finalement, et c'est ce que recherchent les clients, c'est comment cette intelligence artificielle, finalement, elle peut se concrétiser dans la vie de tous les jours, au-delà des simples mots-clés, ce qu'on appelle d'auto-tagging qui permet de référencer une image. Et ça, ce sont des choses qu'on verra après. Frédéric, laisse-moi Oui. t'interrompre ici. Quand je regarde le graphique de gauche, on parle naturellement de l'expérience client, comme tu mentionnais, mais quand je regarde les 4 premiers, ça inclut aussi de mieux engager la clientèle via des expériences personnalisées. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette demande dans le marché? Oui, alors aujourd'hui, ça se traduit, et moi je le vois quand même beaucoup à travers les RFP qui sont faits auprès des clients, ou en tout cas dans les solutions qu'on essaye de mettre en place avec les clients. Euh, le, le- le- Ce digital, même si on est avec des équipes aujourd'hui qui sont jeunes, qui ont de la compétence, c'est toujours très compliqué au sein d'une organisation d'embarquer tout le monde. Voilà. Il faut être très clair. On va dire les points qui peuvent être un petit peu pénalisants dans la transformation digitale, c'est ce qu'on appelle la multiplication des silos. Donc, pour éviter cette multiplication des silos, il faut d'abord une très bonne communication. Ça, c'est la base de la transformation digitale. Et ça, c'est le fruit des hommes. C'est ce que je dis très souvent, mais on le verra après sur le facteur de réussite de la transformation digitale. Mais ce qu'on aperçoit quand même, et c'est vrai, cette expérience client, elle doit se traduire avec des outils simples d'utilisation. Voilà, ça, c'est quand même la grande donne. Et c'est le meilleur moyen. On ne peut pas demander aux gens au quotidien d'aller travailler au cœur de la transformation digitale à travers une feuille Excel sur le web, voilà, un spreadsheet Google, comme on dit. Donc voilà, ça c'est véritablement important. Et en même temps, ça traduit un esprit de fond qui est celui des marques aujourd'hui. Aujourd'hui, une marque, elle va mettre en avant ses produits à travers des influenceurs, des youtubeurs, des gens qui sont capables, à travers des médias extrêmement engageants, d'apporter une expérience aussi utilisateur. Donc, ce mot d'expérience utilisateur, bien entendu, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, il est la fondation de la réussite. Excellent, merci. Alors, l'autre point que je aussi voulais apporter, qui est issu d'un rapport qui est, d'ailleurs, vous trouvez tous ces rapports là dans les slides en cliquant sur les titres, qui est un rapport sur le statut finalement des marques. Bon, là aussi en anglais, mais très facilement compréhensible. Finalement, quelles sont les demandes des marques? Alors, avec deux types. Alors, bien entendu, il y a la donne générale qui est pour 42%, ces marques, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent encore plus mettre en avant l'image de la marque en tant que telle. Et ça doit être vraiment l'ADN, la fondation de tout projet. Si on dépense, si on investit dans une solution, le retour sur investissement, c'est plus de ventes, c'est un commerce encore plus connecté, donc c'est cette mise en avant de la marque, et qui va finalement s'articuler autour de deux grandes tendances. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup de contenu, mais comment utiliser ce contenu de façon extrêmement efficace? Le meilleur moyen, c'est quoi? C'est de rendre ce contenu encore plus efficace à utiliser, avoir plus ce qu'on appelle d'automatisation, c'est-à-dire que le DAM ne va plus être simplement une source de visuels, de photos, mais va être embarqué dans la gestion et la création de campagnes marketing. De la même manière, quand on parle de personnalisation, et je crois que là, c'est clair pour tout le monde, ce que l'on veut aujourd'hui, c'est le meilleur produit, mais personnalisé à son goût. Alors, je vous passerai les fameuses campagnes Coca-Cola, Nutella, etc. Mais globalement, aujourd'hui, on doit être capable de faire ce qu'on appelle de la masse personnalisation. Et ça, c'est un enjeu qui est une vraie demande client, mais qui n'est pas si évident que ça à intégrer aujourd'hui dans l'ensemble des technologies. Et de la même manière, aujourd'hui, lorsqu'on va encore un petit peu plus loin pour essayer de comprendre cette expérience client, on s'aperçoit, et ça c'est vraiment une donne là aussi que je rencontre très très souvent, trop souvent, c'est la multiplicité des outils. Voilà. On a des silos, on peut se retrouver chez certains clients avec 1, 2, 3, 4 dames, le fruit d'un petit peu des changements de poste. Et je dirais surtout en Europe, c'est quelque chose aussi qui est très français. Là aussi, il faut essayer avoir un peu de consistance et en tout cas toujours penser à l'investissement. C'est pas parce qu'on n'a pas
implémenter une solution qu'elle est pas mauvaise, mais par contre, on est là aussi quand on succède à une personne pour venir encore améliorer son intégration. Et finalement, quand on demande un petit peu à l'ensemble des décisionnaires, véritablement, ce malaise qu'on a à travers tous ces outils est au cœur de l'ensemble des initiatives de transformation digitale. Et très souvent, ce trop d'outils finit par nuire finalement à la productivité. Donc, c'est extrêmement important, en tout cas, au niveau des décideurs informatiques, il leur faut une expérience utilisateur complètement connectée sur tous les canaux et tous les systèmes de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est une étude que vous pouvez retrouver sur le site de Mulsoft qui était sorti en début d'année. Et là, même chose, on va rebondir sur l'intelligence artificielle, sur le machine learning, ces éléments que je venais juste de préciser. Là aussi, tout le monde en veut plus. Mais comme je le précisais, on en veut plus pour quoi faire? Est-ce que simplement la recherche de mots-clés est suffisante aujourd'hui dans le DAM? Je ne pense pas. On en veut un peu plus et on verra à travers effectivement mes tendances comment en tout cas certains éditeurs arrivent à proposer une véritable expérience client, on va dire augmentée, et puis d'autres se cantonnent, on va dire, à des choses plus standards. Alors Frédéric, l'autre point, oui. avant d'aller à la prochaine slide, ce qui m'intéresse ici sur cette slide-ci, surtout le 83 là, au niveau des silos, tu l'as bien décrit. Je vois ça aussi beaucoup chez la clientèle, l'impact négatif d'avoir des silos en termes de solutions. Même quand on choisit une suite, les outils ne sont pas intégrés. Comment tu vois ça? Comment les compagnies peuvent éviter cet effet de silo-là, de solutions qui ne se parlent pas dans l'industrie? Alors, je dirais dans un premier temps, c'est une notion de gouvernance, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à partir du moment où on fait un choix d'une solution, que ce choix est parfaitement partagé, communiqué au sein de l'entreprise entre la SI, entre la communication et le marketing, tout le monde doit aller dans le même sens. Et cette solution, elle n'est pas là pour une année, elle est là pour plusieurs années. Évidemment, aujourd'hui, l'entreprise est au cœur et se nourrit aussi d'un certain nombre de changements de position. Mais finalement, au gré des gens qui rentrent dans l'entreprise, qui en sortent, etc., le seul moyen pour éviter ça, c'est d'intégrer mieux la solution choisie et non pas d'aller choisir une autre solution qui va venir comme un silo, et c'est trop souvent le cas. Moi, je me retrouve très souvent, typiquement dans des RFP, où finalement, on a un RFP, alors en fait, on a déjà 4 solutions d'âme. Et le but du RFP, c'est pour en choisir une cinquième. Ça n'a pas de sens. Voilà, il faut être très clair là-dessus. C'est quelque chose que les anglo-saxons ont peut-être plus intégré, que je retrouve moins. Mais effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, surtout dans la notion de retour sur investissement, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on voit un petit peu de partout. Les gens vont utiliser des Dropbox, des WeTransfer, des Drive, etc. Ce qui crée finalement encore un énième silo par-dessus les silos officiels de l'entreprise. Excellent, merci. Alors, autre point, et celui-là, je trouve qu'il est extrêmement marquant parce qu'il est assez récent. On parle d'expérience. Donc, effectivement, lorsque l'on se place du côté éditeur, aujourd'hui, on a globalement des solutions de plus en plus, en tout cas tournées vers cette notion d'expérience utilisateur. Mais cette notion d'expérience utilisateur, elle ne doit pas non plus être en inadéquation avec la notion de sécurité. On ne va pas rentrer dans les détails de la technologie, mais ce qu'on appelle les portails API First, c'est-à-dire qui sont développés sur des bases d'API, sont très bien, permettent d'utiliser ce qu'on appelle des frameworks web type Angular, type React. Mais il ne faut pas en oublier la sécurité, et malheureusement, c'est un petit peu le point faible. Néanmoins, quand on questionne les marques, et c'est ce qui est également fait Mulsoft en début d'année, on s'aperçoit que pour les très grandes marques, aujourd'hui, alors que ce soit du CAC 40 en France, ou d'autres dans le luxe et compagnie, où surtout on a des notions de compétition assez fortes, hein, suivant les différents marchés. On a beaucoup d'espionnage. Et je dirais sur les 5 dernières années, notamment en France, on a eu des cas de sociétés qui ont essayé de récupérer l'information. Donc cette notion de sécurité est extrêmement importante, de même que tout ce qui va être protection de la donnée. Alors je passerai le RGPD qui est aujourd'hui quand même bien enclenché dans la plupart des sociétés françaises et des grandes entreprises. On parle de blockchain. Donc, on parle de toute cette chaîne de valeur qui, à un moment donné, doit être parfaitement sécurisée et qui résonne en parfait écho aussi avec les risques que l'on a lors d'intégration de systèmes avec les API. Alors,
Du coup, le constat, c'est quoi? Le constat, c'est qu'à un moment donné, si effectivement, on demande à l'utilisateur, au client, comment améliorer cette gestion de contenu, encore une fois, qu'est-ce qui revient en premier lieu? C'est la facilité d'utilisation. Voilà. Donc, c'est pour ça que, évidemment, sur certains cas, on a vu précédemment la sécurité vient en tête, mais quand même très souvent, on veut un outil simple. Et je dirais, pour ne citer que Steve Jobs il y a une vingtaine d'années, à un moment donné, c'est souvent d'ailleurs ce qu'on échange avec les clients, on ne peut pas demander à un client d'être ingénieur. Euh, c'est à l'éditeur de la solution de comprendre le besoin client et d'être capable de le traduire à travers une interface avec des mots simples et des fonctionnalités simples. Et à ce moment-là, effectivement, on arrive à pouvoir créer de l'automatisation sur le contenu marketing. Parmi les autres demandes, on parle d'intégration aussi de certains canaux de technologie qui sont aussi très importantes, notamment au niveau des réseaux sociaux. Dans tous les cas, l'ensemble de ces éléments-là, et on voit que finalement l'AI en tant que telle, elle n'est pas finalement autant que ça en tête comme elle devrait l'être. Voilà. Et ça soulève véritablement une des tendances que je vais vous montrer par la suite. Alors, je pense que cette vue-là, je crois qu'elle évoque à tous quelque chose. C'est cette fameuse vue des solutions marketing qui sont présentées chaque année par le Chief Martech. Et je crois que cette année, c'est assez. Et Scott, à la tête du Chief Martech, le représente très, très bien. Et a voulu cette année, un petit peu en clin d'œil, représenter toutes ces solutions, quand on le voit un petit peu de loin, comme des îlots. Malheureusement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que imaginez-vous être client en 2020, qu'est-ce que je dois choisir? Et là, c'est vraiment compliqué. On a une expression de besoin, on a un cahier des charges, on fait un RFP, mais dans cette immensité de solutions, moi je me rappelle, il y a encore dans le début des années 2000, hein, quand on officiait aussi chez les clients, toi et moi Eric, c'est-à-dire on n'était pas du tout à ce niveau-là. Moi je me rappelle en 2005, en agence, effectivement, j'avais un file server qui était full press. On avait 2-3 éléments de plateforme de validation. Au niveau des marques, on était beaucoup sur des développements personnalisés. Mais bon, voilà, aujourd'hui, on est absolument inondé de solutions. Et sans parler des acquisitions. Là aussi, c'est à un moment donné, on fait un choix de solution et en même temps, on se retrouve avec le cas où est-ce que je vais faire le bon choix pour les prochaines années. Donc, en tout cas, bon, tout ça, ce sont des chiffres, mais qui montrent quand même une tendance, c'est que voilà, c'est de plus en plus de solutions. Et forcément, et c'est un petit peu là où, bien entendu, que j'interviens moi avec mon équipe, c'est guider l'utilisateur dans le bon choix. Maintenant, on va revenir à des choses plus fondamentales que sont la place du DAM dans le cœur de l'écosystème de l'entreprise. Là, j'ai repris un graphique de chez Akeneo, qui est un éditeur de PIM, et qui est assez intéressant parce que je trouve que de façon assez simple, même s'il y a beaucoup d'éléments, il représente parfaitement finalement la demande en tout cas l'expression de besoin des clients. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que finalement, on a comme fondation le DAM pour organiser ses assets. Voilà. Et c'est ce que l'on va voir dans la définition tout de suite après du DAM. Le DAM, c'est d'abord les assets et les métadonnées. Maintenant, très souvent dans l'entreprise, on a ce qu'on appelle un MDM, Master Data Management, qui peut être un petit peu différentes solutions. Ça peut être chez certains CRM, d'autres un développement particulier, d'autres un ERP. En tout cas, un endroit où la data est consolidée et est représentative, en tout cas, du cœur du métier du client. Et entre les deux, de plus en plus, notamment sur ces dernières années, on a cette montée en puissance du PIM, pour Product Information Management, qui gère la data, qui va agréger la data. Pourquoi? Pour être en capacité de la distribuer sur tous les canaux de communication. En tout cas, ce triptyque que l'on voit, et je dirais notamment ce duo DAM et PIM, il est important. Il est aussi important pour moi à un moment donné que les choses soient séparées. J'en reparlerai un peu plus loin. Mais si on veut des outils performants, chacun a son métier et le DAM le fait très bien, le PIM le fait très bien. On est sur des systèmes architecturés d'un point de vue technique très différents. Alors là, j'ai un cas client avec lequel je travaille qui représente parfaitement cette expression de besoin. On a le DAM d'un côté avec des multiples contributeurs, le PIM d'un autre avec aussi des multiples contributeurs. Et à un moment donné, il va falloir être capable, au niveau du client, de pouvoir faire travailler l'ensemble de ces acteurs en même temps, de suivre l'ensemble du process, ce qu'on appelle l'asset life cycle, c'est-à-dire la vie de l'asset au sein de l'entreprise. Et depuis la création de l'asset jusqu'à sa distribution,
en avoir le contrôle parfait. Relativement au marché du DAM, c'est vrai que beaucoup de gens souvent me disent je trouve que ces dernières années, la notion de DAM est de plus en plus, en tout cas, ça fait partie véritablement de l'expression de besoin des clients. Je dirais que c'est une expression qui, en tout cas, c'est un besoin qui a toujours été présent. Mais c'est vrai qu'on a une accélération parce que simplement, on vit dans cette accélération, je dirais, du commerce connecté, où on a besoin de plus en plus d'images, de visuels. Aujourd'hui, on achète parce qu'on voit le produit. Voilà. Et à un moment donné, ce besoin, il va se reposer sur un outil qu'est le DAM. Et on peut le voir à travers cette enquête de Business Work, effectivement, ce marché du DAM, notamment sur les 3-4 prochaines années, c'est un marché qui est en constante progression. Alors, certains marchés comme le e-commerce le sont encore plus, mais en tout cas, on peut voir que le DAM, comme fondation pour gérer les assets, est parfaitement, en tout cas, dans la ligne de mire des investissements au niveau des clients. Et là, je vais reprendre typiquement ce que j'aime bien exprimer chez la… Alors, c'est un Français qui le dit en anglais, donc je vais reprendre cette phrase, mais aujourd'hui, il ne faut pas se tromper non plus. Ce n'est pas parce que vous aurez le meilleur cocktail marketing, comme on dit, hein, c'est-à-dire une meilleure solution avec plein de fonctionnalités, etc., que l'ensemble va fonctionner. C'est très clairement aussi une décision et un travail d'entreprise entre l'IC, entre le marketing, la communication et la technologie, même si elle est importante dans sa sélection, ne représente qu'un pourcentage dans cette réussite. Donc voilà, l'homme est toujours présent et l'homme, en tout cas, est responsable et doit être acteur de cette transformation digitale. Du coup, on en arrive à l'ensemble de mes tendances pour lesquelles je suis bien content en tout cas de vous partager. Ce sont des choses sur lesquelles, d'année en année, on va dire que la tendance 1, c'est quoi le DAM? Bien entendu, je vais tout le temps la retrouver, mais je crois qu'il est également important dans ces tendances-là, et d'autant plus dans ces nouvelles tendances, quand même de rappeler certains fondamentaux. Et certains fondamentaux, c'est quoi? Le DAM, il faut quand même bien se dire, et ça aussi, ce sont des choses que je vois avec des clients qui tentant me disent ah ben tiens, regarde, j'ai trouvé un super DAM. Non, c'est pas parce que dans une interface web, je vais avoir des vignettes que c'est un DAM. D'accord? Le DAM, c'est quoi? C'est un moteur pour ce qu'on appelle travailler vos assets, processer vos assets. Et quels qu'ils soient. On ne parle pas simplement de photos JPEG, on parle de très grosses photos, par exemple en TIFF, quand on travaille avec des studios photos, de fichiers RAW. Aujourd'hui, on est de plus en plus avec des fichiers issus de la Creative Suite, des vidéos de plus en plus complexes. Je vous rappelle qu'une heure de vidéo 4K sur un iPhone, on est tout de suite à une quinzaine de gigas. Ce n'est pas rien. Donc, on est sur un environnement extrêmement riche et le DAM est là pour processer ces assets. Et c'est là que le DAM fera la différence parce qu'en plus, le DAM va être en capacité de travailler sur ce qu'on appelle des transformations, en anglais, ce qu'on appelle des renditions. C'est-à-dire, on ne garde que la haute def et le DAM, comme moteur, va être capable de travailler des différentes résolutions à différents formats de façon extrêmement rapide. Le deuxième point, ce sont les métadonnées. Le DAM est utile à partir du moment où on est capable de retrouver ces assets. Et toutes les études, notamment beaucoup d'études, notamment que je fais avec Equity Software Company, qui est une ex-DAM Foundation sur lequel on travaille sur un petit peu le modèle DAM, nous montre retour client qu'effectivement, trop de clients perdent du temps à retrouver leurs assets. Ce n'est pas parce qu'on va mettre une image dans un DAM qu'on va retrouver cet asset. Et la métadonnée, elle est à tout niveau. Elle est au niveau du nom de fichier jusqu'aux métadonnées, comme je vais vous le montrer par la suite. La deuxième tendance, effectivement, vous voyez, je ne l'ai pas mis en… Oui. J'aurais une question pour toi sur la diapo précédente. Précédente, oui. J'entends, naturellement, tu as parlé du DAM et tu as aussi fait allusion à d'autres nomenclatures. On entend beaucoup DAM, MEM, PAM, PIM, etc., etc. Oui. C'est très, très confus dans le marché. Comment vois-tu la définition dans ce monde plus moderne du DAM avec, on a parlé de personnalisation plus tôt, etc. Je crois que c'est vrai que c'est vrai que la notion de DAM core, hein, c'est-à-dire le corps de ce que c'est qu'un DAM, c'est un moteur d'assets et de métadonnées.
C'est vrai que je ne suis pas très, je dirais, fan pour dire les choses simplement de tous ces acronymes, parce que finalement, tout le monde s'y perd. Donc, quand on parle de MAM, de DAM, de PAM, de MRM, de MDM, etc. Et quelquefois, un certain nombre d'éditeurs essayent de noyer un petit peu le client à travers ces termes qui finissent par plus rien dire. Je crois que le DAM est capable de s'adapter. Alors, un certain nombre d'éditeurs vont appeler ça DAM entreprise, d'autres Dynamic DAM, etc. Le DAM d'aujourd'hui, c'est quoi? Je dirais que typiquement, par exemple, dans mon cas, je parle de moins en moins. À l'époque, on parlait, il y a quelques années encore, de CM, pour Enterprise Content Management. Et on essayait de siloter les solutions. Certains sont ECM, d'autres sont DAM. Puis le CM essaye de devenir DAM, le DAM devenir CM. Je crois qu'il faut oublier ça. Simplement, on a besoin d'une solution d'âme entreprise dynamique qui est capable d'utiliser son contenu pour un besoin métier. Et ce besoin métier, ça peut être une campagne marketing, ça peut être une publication, ça peut être une syndication sur des sites e-commerce. En tout cas, c'est véritablement là que le DAM, et quand on dit le DAM 2020, bah, le DAM 2020, c'est ça, c'est le DAM 2020, le DAM moderne, c'est celui qui sait s'adapter aux besoins d'expression des clients. Ouais, merci, ça fait bien sens. Oui. Donc, pour revenir à cette tendance numéro 2, bon, quelle expérience utilisateur? Alors, j'ai essayé de. Bon, j'ai repris une capture écran que j'ai trouvé assez moderne, d'ailleurs, sur le site de Cloudinary. Bon, je dirais qu'aujourd'hui, on a quelques acteurs qui commencent à comprendre cette expression de besoin. Et cette expression de besoin, elle est laquelle? Simplement, bah, comme on peut le voir ici, voilà, c'est simple. Pourquoi aujourd'hui il se vend 70 millions d'iPhone par trimestre? Parce que simplement, les choses sont simples. On n'a jamais vu personne lire un guide d'utilisation pour utiliser, alors que ce soit un iPhone ou un Android, même si l'Android est peut-être plus fragmenté en termes de marché et de version. Mais voilà, l'utilisateur va direct à l'outil et sait l'utiliser. Et bien, le DAM, ça doit être ça. Et ce n'est pas forcément évident. C'est pas forcément évident parce que il faut éviter de noyer l'utilisateur à travers des fonctionnalités. Ce ne sont pas les fonctionnalités qui répondent à un cas client, c'est le métier qui va transpirer à travers cet outil-là avec des choses simples. Voilà. Donc les choses simples, ce qu'on appelle en UI UX, c'est des gros boutons avec des textes, voilà, éviter d'agréger trop d'informations. Bien entendu, très important, le support de la mobilité. Aujourd'hui, tout le monde dort avec son portable. Donc, il paraît très, très compliqué aujourd'hui de ne pas offrir des services qui soient ce qu'on appelle responsifs, en tout cas qui sachent s'adapter aux plateformes mobiles parce qu'elles représentent 80% du business. En termes de, bien entendu, au final pour le client, ce qui va être important à travers cette facilitation, c'est la mise en valeur du contenu. On parle d'abord de contenu, comme on a vu de métadonnées, à travers une expérience utilisateur finalisée. Et juste une clarification Oui. aussi, quand on parle d'expérience client sur cette slide-ci, est-ce qu'on parle du client final qui va utiliser les assets, par exemple, dans un site web, ou on parle du librarian ou des agences de création? C'est quoi ta définition? Ouais, je crois que ta question est bonne et en même temps, effectivement, je crois que cette expérience client, elle est pas forcément faite que pour le client. Moi, je le vois typiquement au quotidien où je vais travailler, par exemple, avec des documentalistes. Lorsque vous devez gérer typiquement l'indexation de photos dans une interface web, je ne sais pas si beaucoup l'ont fait, mais alors je ne parle pas d'une dizaine, mais plusieurs milliers de photos, il faut qu'il y ait une expérience client réussie. Sinon, le travail il devient très vite fatigant et puis et très vite, je dirais, frustrant. Et donc, du coup, finalement, même quelqu'un comme une documentaliste qui est technique, qui connaît ce métier, elle aussi, elle a besoin d'une expérience réussie. Et je crois que tout à chacun, tout utilisateur du DAM, même un administrateur, l'administrateur qui va changer un réglage de configuration pour rajouter des projets à un client, voilà, il ne va pas le faire dans un terminal, il faut que ça soit simple. Euh, donc, c'est pour ça que cette expérience client, elle doit être réussie pour tous les utilisateurs du système. Excellent. Oui, je suis d'accord. Merci. Le troisième point, bien entendu, qui est fondamental, puisque sans métadonnées, qui est donc le deuxième point majeur après le DAM comme moteur, c'est le DAM comme métadonnées, sur lequel on ne ferait pas grand-chose. Ce sont ces informations qu'on va venir ajouter au visuel. Alors, évidemment, on a des médias de plus en plus riches et on a aussi ce qu'on appelle des business cases, c'est-à-dire des cas de business de plus en plus complexes. Au niveau des métadonnées, finalement, on a globalement trois types de métadonnées.
Là aussi, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Je cite par exemple le site de l'iptc.org sur lequel on retrouve plein d'informations, vous pouvez y aller. Globalement, on a des métadonnées standards type IPTC XMP qui sont une norme depuis 1965, peut-être une des rares normes du marché, voilà, qui fonctionne, que j'ai toujours tendance à conseiller notamment dans l'indexation de photos pour une raison qui est assez simple. L'information que vous rentrez dans les images, vous récupérez votre image avec les métadonnées. Bien entendu, il faut faire attention aussi, si l'éditeur vous propose de mettre à jour ces métadonnées, de bien vérifier que votre solution est capable de les réenregistrer. Dans tous les cas, cela va permettre d'associer le visuel avec vos métadonnées et un jeu qui est très simple à faire avec l'IPTC. Alors, au niveau de l'éditeur IPTC en tant que tel, vous avez plusieurs logiciels sur le marché. Vous avez comme Adobe Bridge, PhotoStation, Capture One, Lightroom, DxO, etc. On va dire ou même Photoshop. Vous rentrez des métadonnées et vous amusez à chercher ces métadonnées sur votre PC, sur votre Mac. Vous allez voir que vous allez les retrouver parce que votre ordinateur fonctionne comme un DAM, comme un moteur de métadonnées aussi. Voilà. Ça, c'est l'exemple très simple à comprendre comment fonctionne l'IPTC. Maintenant, c'est vrai que lorsqu'on est une marque, un acteur de la grande distribution, l'IPTC, il a aussi son inconvénient. On n'a pas de gestion de traduction de champs, typiquement. Et puis, de personnalisation de ce qu'on appelle des champs de métadonnées. Donc, on a aussi des métadonnées particulières, personnalisables, là, qui vont être le métier propre de l'éditeur de la solution, qui va nous permettre de créer des jeux avec des menus, des causes à cacher, des causes à cocher, pardon, des champs texte, des champs date. Et cette agrégation de métadonnées va créer ce qu'on appelle un jeu de métadonnées lié au projet à mon client. Voilà. Donc là, on est également sur des métadonnées bien particulières et de plus en plus utilisées parce que notamment dans des cas typiquement de syndication d'âme et PIM, c'est bien sûr celle-ci que l'on va retrouver. Et lorsque vous allez sur un site comme Amazon, lorsque vous voyez un produit, ce sont ces métadonnées personnalisables qui à la base sont issues du DAM, typiquement, ou en tout cas en synchronisation avec le DAM et le PIM. Vous avez aussi des métadonnées techniques comme l'EXIF qui vont donner des informations liées à la prise de vue photographique. Donc, ça va être le nom d'appareil, l'ouverture des champs plus techniques. Voilà. Donc, en tout cas, ces métadonnées sont bien entendu le fondement de tout projet. Et quand on parle d'image de métadonnées, à un moment donné, on va parler de droit à l'image. Et Dieu sait qu'en France, c'est un sujet très important. Moi, j'ai commencé Pack Image où le droit à l'image venait de sortir. On sait ce que ça a donné, c'est-à-dire des agences et des photographes en conflit pour gérer leurs droits photos, etc. Et ça, c'est véritablement très important. C'est souvent un sujet qui n'est pas forcément traité par la plupart des éditeurs de solutions, ou alors très vaguement en disant, là, vous avez l'IPTC avec ce qu'on appelle un champ caption writer, vous allez voir, ou champ crédit. C'est plus que ça, parce que finalement, quand on parle de DRM, Digital Rights Management, c'est aussi l'utilisation de cet asset pour sa distribution. Et typiquement, lorsque vous achetez une photo, par exemple, sur Adobe Stock, la différence suivant l'utilisation que vous en avez. Donc, cette notion de droit est importante. Heureusement, sur le marché aujourd'hui, vous avez un certain nombre de technologies comme des éditeurs comme Imatag. Alors, je vais citer Imatag parce que c'est un éditeur français et qui commence à s'intégrer de plus en plus avec des solutions de DAV. Un qui est très connu, qui est Fadel, qui est beaucoup intégré avec un certain nombre de solutions, ou Digimark. Dans tous les cas, si vous n'avez pas cette réponse et que vous avez ce besoin, il faut être acteur et force de proposition et voir avec votre éditeur, puisqu'à un moment donné, il va être important que vous soyez impliqué dans la roadmap avec l'éditeur, de suggérer des intégrations possibles. Voilà. Alors, on arrive à cette fameuse tendance avec l'intelligence artificielle. Puis là aussi, j'ai repris typiquement un très bon exemple là, sur le site de Cloudinary, qui d'ailleurs, effectivement, qui est particulièrement efficace à ce niveau aussi, c'est l'utilisation du contenu dans un contexte. Évidemment, aujourd'hui, on a tous une photo qui va parler du produit, mais elle n'est pas forcément dans le contexte que l'on désire. Alors, une des actions possibles de l'intelligence artificielle, vous imaginez bien que détourer une personne, et encore cette jeune demoiselle n'a pas encore les cheveux trop au vent, mais c'est quelque chose qui n'est pas simple. La plupart du temps, en PAO, on détourait dans Photoshop, on faisait un casque, un layer, et puis on faisait tout un détourage qui pouvait prendre du temps. Effectivement, aujourd'hui, les outils s'améliorent et très rapidement, on a effectivement, on l'a aujourd'hui aussi dans Photoshop,
mais un certain nombre d'éditeurs, en tout cas, commencent à intégrer ces outils d'intelligence pour faire gagner du temps aux clients. À côté de ça, on a d'autres types d'intelligence artificielle. Alors évidemment, cet auto-tagging, maintenant, je dis toujours attention. Ça peut être bien dans un certain contexte, photo d'illustration, mais pas tout le temps. Si vous êtes dans des produits vraiment très particuliers, bah, je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle va vous apporter de l'information. Ce qui est toujours très important aussi, c'est ce que je donne comme conseil, essayez de séparer les métadonnées, je dirais traditionnelles, hein, qu'on a vu précédemment, personnalisables, IPTC, etc., des métadonnées issues de l'intelligence artificielle pour éviter finalement des bruits de fond et toujours faire des tests parce que finalement, rajouter toutes ces informations, on risque un petit peu de noyer l'utilisateur dans sa recherche. D'accord ? Et je mettrai un dernier point sur l'intelligence artificielle. Et là aussi, on voit des acteurs, il n'y en a plus beaucoup, mais qui essayent en tout cas d'apporter encore cette expérience utilisateur en plus. C'est finalement aujourd'hui, ce qu'on aimerait tous, c'est que le DAM de demain apprenne encore plus de l'utilisation du DAM par son utilisateur. Et finalement, lui suggérer un espace de travail qui soit capable d'évoluer. Voilà. En tout cas, de comprendre le chemin de travail de l'utilisateur. Et là, bon, c'est toute la donne de tout ce qu'on peut avoir autour de workflow, de process, etc., etc. Autre point très important et qui, comme tu le soulignais, Eric, permet finalement aux dames d'aller beaucoup plus loin, et on va garder le terme de dame, on va pas l'appeler autre chose, la notion de workflow. Aujourd'hui, lorsque on démarre une campagne marketing, on va faire un choix d'assets, on va reprendre en photo un certain nombre d'images de produits, on va les inclure dans cette campagne, mais on va devoir les faire valider finalement à travers un certain nombre de décideurs dans l'entreprise, une responsable marketing, un responsable client, un prestataire extérieur, un photographe, etc., jusqu'à éventuellement même un imprimeur. Donc à ce niveau-là, comment on va faire? Est-ce qu'on utilise le DAM, on envoie des liens à tout le monde et puis on note sur un bout de papier celui qui a validé? C'est là que la notion de workflow peut être intéressant, mais poussé à son extrême, c'est-à-dire ce qu'on appelle le business process mapping, comme on peut le voir un petit peu sur ce schéma, là que j'ai repris d'un éditeur aussi, en fait, qui représente différentes étapes, différents jalons. Et là, c'est quelque chose qui est quand même plus rare. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit chez tout le monde. La plupart du temps, on a plutôt un jeu de métadonnées particulier sur un asset et on dit oui, on dit non. Le problème, c'est que le métier du client, ce n'est pas qu'une étape, c'est plusieurs étapes. Donc là, tout le défi de cette notion de workflow qui est loin d'être simple et sur lequel je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors l'autre point, ce qui nous permet de rebondir sur un petit peu l'introduction, ce sont ces fameuses API. Alors l'API, c'est quoi? C'est ce qui va permettre finalement d'interconnecter facilement le DAM que l'on va choisir avec l'ensemble des systèmes d'information de l'entreprise. Et si on veut éviter ces silos, si on veut éviter la multiplication de ces sources d'informations diverses et variées, si on veut être capable, en tout cas, de partager l'ensemble des métadonnées liées à un asset tout au long de la chaîne de valeur, on sera obligé de faire des intégrations. Et là aussi, mais je dirais que c'est une tendance, si vous regardez, en tout cas, si vous demandez à un certain nombre d'éditeurs de vous présenter un petit peu l'écosystème, bah, vous verrez que certains ont bien compris, commencent à bien s'armer avec ce qu'on appelle un marketplace, avec des connecteurs pour des sites internet, avec des connecteurs même sur d'autres dames, parce qu'il faut essayer d'avoir l'esprit un petit peu ouvert et pas simplement se dire on va faire une lutte entre dames, une connexion avec un CMS, etc. Donc cette API, en tout cas, elle va sublimer la solution au cœur de l'entreprise. Voilà. Et là, simplement, je reprends le même schéma que je vous présentais un petit peu au départ. Avec la citation du CEO de Salesforce, bon, qui parle pour sa paroisse, parce qu'aujourd'hui, Salesforce est de partout. Et si Salesforce est un petit peu de partout, c'est parce que justement, le business model, il est lié autour de cette API et de l'intégration du CRM de Salesforce jusque dans le DAM, hein, typiquement. Dans tous les cas, c'est plus de valeur ajoutée et plus d'enrichissement et plus finalement de moyens de décision pour le client. Donc, on va se retrouver avec un certain nombre d'écosystèmes autour du DAM, comme je le précisais. Et finalement, pour marquer, pour donner un exemple clair à tout ça, j'ai repris avec Eric, celui de Cloudinary, qui montre très bien que finalement, vous gérez vos assets dans Cloudinary et tout autour, finalement, on voit que
ce hub digital, ben, il est au cœur de tout. Il va être au cœur de la syndication avec le PIM, il va être au cœur même en connexion avec d'autres dames, parce qu'on sait qu'un Cloudinary va être très très fort dans le processing de ses assets, la transformation vidéo, photo, etc. Mais vous voyez que c'est tout cet écosystème autour qui finalement qui sublime tout le monde. Et je dirais que avec une vue vraiment très agnostique, ça devrait être la démarche de tous les éditeurs de solutions. C'est ensemble qu'on offre une expérience ultime à l'utilisateur. En tout cas, ce schéma, je trouve, est parfaitement représentatif de ce qu'une solution moderne en 2020 doit être. Alors, je vais aussi revenir sur un point dans mes tendances parce que je suis très souvent près des équipes créatives. Et finalement, lorsque vous êtes créatif, la créativité, elle se passe où? Elle se passe, la plupart des designers vont vous dire, elle se passe dans Photoshop, dans Illustrator ou dans InDesign. Je ne dis pas qu'elle ne peut pas se faire dans le DAM, mais même si on a des technologies avec de l'HTML5 pour être en capacité d'éditer en ligne des éléments, typiquement InDesign, comme je vais vous le montrer après, il n'empêche que la créativité, ça reste Photoshop parce que vous avez plein d'outils, les gens ont 30 ans de métier et que pour lier cette créativité aux dames, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, il faut un connecteur. Et là, effectivement, je crois que si vous êtes dans un cas client avec un scénario bien précis, avec un travail d'agence, il est important d'avoir ce connecteur. C'est pas une mince affaire. C'est pas une mince affaire parce que c'est quelque chose qui est pas simple. On sait qu'Adobe réalise un certain nombre de mises à jour tout au long de l'année. Il faut être capable de suivre et c'est pas simple pour l'éditeur non plus. Mais en tout cas, c'est une vraie valeur ajoutée parce que finalement, quand on reprend des analyses une analyse qui a été faite là, par InMotion Now à travers un très très bon rapport que je vous suggère de lire avec plein de chiffres de partout, mais vraiment très proche de ce que font les gens au quotidien. On a de plus en plus de volume à créer. Et finalement, le créatif, il ne peut plus sortir de son Photoshop, son Illustrator. Depuis Photoshop, il doit être en liaison avec son DAM, avec son Dropbox, avec son stock, etc. Et il doit rester là-dedans et en même temps, il doit être connecté. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est pour répondre à tous ces enjeux multicanaux, c'est important d'avoir ces connecteurs. Et là, cette tendance numéro 9, elle ne vient que rebondir sur ce que je viens de dire, puisqu'on parle de capacité de personnalisation dans un DAM. Cela veut dire quoi? Votre fichier InDesign, à un moment donné, lorsqu'il est pratiquement fini, on peut imaginer se dire, voilà, on va donner 2-3 champs variables. Typiquement, par exemple, le nom d'un pays, le prix, et à ce moment-là, proposer dans une interface DAM une capacité d'édition et de création d'une variante de son fichier. Donc, vous avez un certain nombre d'éditeurs aujourd'hui. Alors, ils ne sont pas nombreux, hein, malheureusement, sur le marché. Là, j'ai mis aussi un des partenaires de Cloudinary avec Silicon, avec les vieux de la vieille qui ont créé InDesign, donc qui connaissent parfaitement ce métier-là. Après, vous avez d'autres solutions qui ne sont pas forcément basées sur InDesign en tant que tel, mais plutôt sur des mix d'IDML ou pas forcément. Bon, c'est pour ça que dans tous les cas, lorsque vous êtes sur ce type de cas client, il faut toujours tester. Ça, c'est extrêmement important. Et un des derniers points que je voudrais mentionner, alors celui-ci, il est vraiment fondamental pour moi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, spécialement dans cette période-là, on doit être en capacité de montrer le retour sur investissement d'un DAM. Et là, chose n'est pas évidente. Et quand je parle finalement de ces KPI, Key Performance Indicator en anglais dans le terme, ça va beaucoup plus loin que simplement qui s'est connecté, qu'est-ce qui a été téléchargé, etc., etc. On doit être en capacité, fruit de cette richesse de médias et de cette richesse de métadonnées et de workflow, par exemple, de suivre lors du tracé du cycle de vie de l'asset, depuis sa création de l'asset à sa distribution, être capable d'identifier ce qu'on appelle les points bloquants, ou quel pays, par exemple, a pris du retard pour valider telle étape, etc. Et là, c'est plus ce qu'on appelle du BI, Business Intelligence. Alors là aussi, on a certains éditeurs, là j'en ai cité un comme Sisense qui fait un super travail aussi, que je vois de plus en plus un petit peu en intégration. Voilà, on a des graphes qui sont parlants. On clique sur un graphe, on rentre dans le détail. Et c'est ça aujourd'hui ce que veut aujourd'hui un responsable de marque. Il veut être capable on a fait une erreur, on change de décision. Mais il me faut des indicateurs qui soient capables de me dire véritablement de mettre en avant la performance de mes assets. Alors, un des derniers points là aussi, parmi mes 12 points, c'est à un moment donné, on va faire le choix d'une solution. Cette solution,
on évoquait, notamment au tout début, on parlait de DAM, de MAM, de PAM, etc. Évidemment, si on remonte à une dizaine d'années, on parlait essentiellement de ce qu'on appelle de on-premise, c'est-à-dire de systèmes installés dans l'entreprise. Alors, vous me direz qu'aujourd'hui, le cloud, c'est quoi? C'est rien de plus que finalement ces serveurs qui sont mis dans le cloud. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça parce que l'ensemble des éditeurs modernes aujourd'hui qui proposent une solution cloud, c'est tout qui est cloud. C'est-à-dire, c'est la capacité de la solution à monter en performance et en puissance sur des infrastructures, qu'elles soient Amazon, Azure, Google, à la limite, peu importe. Donc, ce n'est pas une installation que l'on fait, c'est plus qu'un serveur que l'on met dans le cloud à ce niveau-ci. En tout cas, la tendance aujourd'hui, elle est véritablement vers le cloud. Et je retiens les derniers même statistiques qu'a publié des gens comme chez Gartner. On est à plus de 85% de demandes cloud. Ce qui pose aussi, d'où le problème aussi de la sécurité. Parce qu'à un moment donné, la data, elle n'est plus chez vous. Et d'où aussi cette demande quand même que l'on voit sur ce graphe de solutions hybrides, où finalement la data reste chez le client, mais on utilise les capacités de processing du cloud. Donc en tout cas, le cloud, bien entendu, en avant, mais les solutions hybrides aussi dans le cas de gestion, soit de très gros volumes. Voilà, moi, je connais des clients qui doivent gérer plus de 30 000 fichiers RAW par jour ou avoir des incrémentales, ce qu'on appelle de data, qui peuvent dépasser plusieurs terras. On n'a juste pas le temps de les uploader dans le cloud. Donc, effectivement, il faut trouver ce mécanisme intelligent. Et bien entendu, et là, je crois que c'est extrêmement important, l'innovation, toujours l'innovation. Ça, c'est véritablement un état d'esprit que doit avoir l'éditeur de la solution. Le partnership, comme on a vu, et moi, je sais que beaucoup de mes clients disent toujours, et ils sont clients, l'innovation, elle passe par le partnership. Voilà. Ce n'est pas tout seul que l'on gagne, c'est ensemble que l'on gagne, que ce soit avec l'entreprise ou entre clients et la solution. Donc, conclusion de nos tendances, et en tout cas, j'espère que j'aurai été en capacité de vous montrer véritablement tous ces points chauds qui peuvent vous donner en tout cas les bons éléments de réflexion avant le choix d'une solution. On a vu l'expérience client, bon, je ne saurais que le redire. C'est vrai que c'est important. Et aujourd'hui, vous avez des tests assez simples qui peuvent être faits depuis un mobile, depuis un glisser-déposer, depuis votre ordinateur sur la solution. Voilà, tout ça, ça doit fonctionner parfaitement. Et s'il y a un blocage, attention, il peut y avoir éventuellement quelques loups derrière. La performance, parce que lorsqu'on choisit une solution de DAM, aujourd'hui, on est dans des médias, comme vous l'avez compris, de plus en plus riches. On va travailler sur des très hautes définitions. En vidéo, on parle de 4K, même de 8K, de 360 degrés, etc. Et l'écosystème, parce que simplement, on doit être en capacité, comme une solution dynamique, entreprise, de s'interconnecter très facilement avec l'IC de l'entreprise. Donc ça, pour moi, ce sont vraiment ces 3 points majeurs qui doivent être le fruit de l'expression de besoin avant, en tout cas, de choisir une solution. Bien entendu, à côté, les métadonnées, les KPI, l'intelligence artificielle utilisée à bon escient et la stratégie de cloud sont des éléments à travers lesquels, bien entendu, il faudra tenir compte. Dans tous les cas, à un moment donné, lorsque vous allez démarrer votre stratégie d'acquisition d'une solution de DAM, le travail que l'on fait que je fais notamment avec Marc Davy, son équipe là sur IT Equity, c'est quoi? Elle se tourne en 6 étapes. D'abord, vous mesurez l'analyse des écarts, c'est-à-dire ce que vous avez, ce que vous attendez, finalement comment je vais arriver à joindre le bout, est-ce que je peux joindre ces deux bouts, recenser l'ensemble des solutions de l'entreprise. Donc, du coup, en étape 2, être capable de véritablement auditer l'ensemble de l'expression de besoin, mais de tout le monde, pas simplement d'un petit groupe. Lorsqu'on fait par exemple du e-retail, depuis l'asset jusqu'au e-commerce, il faut demander à ceux qui créent l'asset, c'est ce qu'on disait avec Eric, c'est pour ça que l'expérience utilisateur elle est importante à tous les niveaux, celui qui va rentrer de la métadonnée, celui qui va gérer la data dans le PIB, jusqu'à celui qui va publier ça sur les différents réseaux de communication. Donc, l'audit est extrêmement important et très souvent, c'est cet audit plus la collecte des exigences à rajouter à la gouvernance qui vont permettre véritablement de définir un cas d'utilisation, donc à travers des démos scénarios visant finalement à démarrer un RFP et finalement choisir un éditeur de solution. Et ne pas hésiter finalement à rentrer dans ce qu'on appelle une étape de POC, de Proof of Concept, de challenger la solution. Et je le dis toujours aussi,
lorsque vous faites un test avec une solution de DAM, utilisez vos fichiers. Évitez de croire trop au PowerPoint ou aux démos, ou prenez le soin simplement de demander de cliquer sur une image et de voir la taille d'une image. Voilà, ce sont des éléments en tout cas qui doivent vous amener à vraiment challenger, hein. On parle de challenge. Il est important d'investir, il faut investir dans le DAM, mais il faut le faire en bonne connaissance de cause au regard de vos exigences métiers. Et donc finalement, c'est un petit peu ma conclusion dans ces temps qui sont pas forcément évidents pour tous, où je pense que dans tous les pays, on est à peu près placé au même niveau, en France aussi, où l'économie s'est arrêtée pendant 3 mois. Mais que doit-on faire? S'arrêter, c'est mourir. Démarrer des process, s'ils n'ont pas été démarrés avant, c'est peut-être déjà trop tard. Dans tous les cas, investissez. Investissez. Les vainqueurs de demain sont ceux qui ont commencé aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, à travers cette présentation, j'ai essayé de vous présenter avec Eric finalement la quintessence de ce que vous devez retenir, sans parler d'éditeurs, sans parler de technologie en tant que telle, mais véritablement, prenez le temps de revoir l'ensemble de ces éléments, choisir une solution, démarrer votre transformation digitale. C'est comme ça que vous serez les vainqueurs de demain.